Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une séance d'exercice sur les variables aléatoires et lois de probabilité, où on aura l'occasion également de revoir des calculs de probabilité simples, voire conditionnels. Donc nous allons compiler un certain nombre de résultats du chapitre que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Alors, exercice 34. Nous avons un jeu qui se compose de deux boîtes identiques, comportant chacun 10 jetons numérotés de 1 à 10. Donc, on a deux boîtes séparées. Et l'expérience consiste à piocher un jeton dans chaque boîte. Très bien. Décrire une des éventualités de cette expérience. Alors, une éventualité d'une expérience, c'est aussi synonyme d'une issue. Autrement dit, qu'est-ce que vous pourriez obtenir, par exemple? Bon, en piochant un jeton au hasard dans chaque boîte, on peut obtenir, évidemment, beaucoup d'exemples différents, mais on peut obtenir le 2 et le 5, le 10 et le 8, le 5 et le 2, et ainsi de suite. On peut même se rendre compte que la répétition d'un numéro est possible. On peut très bien piocher le même numéro dans chacune des deux boîtes, et donc le couple 4-4 est une possibilité également. Montrer que le cardinal de l'univers est 100. Autrement dit, montrer qu'il existe 100 couples différents possibles. Alors, là, c'est à nous de raisonner d'une manière ou d'une autre. Première chose, si vous imaginiez les choix possibles par un arbre, dans le premier niveau, vous avez 10 branches qui correspondent aux 10 possibilités de tirage dans la première boîte. Et au bout de chacune des 10 branches, vous avez encore 10 possibilités de tirage dans la deuxième boîte. Ce qui vous fait en tout 100 couples. 10 x 10, 100. Donc on peut aussi raisonner en termes de dénombrement, en disant que, après tout, on pioche deux éléments dans un ensemble qui en contient 10. Et heureusement que les contenus des deux boîtes sont identiques, ce qui nous permet de raisonner comme ça. Donc on pioche deux éléments, P égale 2, dans un ensemble qui en contient 10, N égale 10, avec un ordre qui est important, bien sûr, puisque le tirage 2-5, ce n'est pas le tirage 5-2, et une répétition qui est possible, parce que le tirage 4-4 est possible. Donc nous sommes dans les P-listes, avec N égale 10 et P égale 2, donc le cardinal de l'univers sera 10 puissance 2, donc 100. Quelle est la probabilité d'avoir choisi deux nombres pairs? Alors ici, on peut considérer encore une fois les choses de deux façons différentes. Avoir choisi deux nombres pairs, ça veut dire avoir choisi un nombre pair dans la première boîte et un nombre pair dans la deuxième. Donc paire 1 et paire 2. Et donc on cherche la probabilité de paire 1 inter paire 2. Alors, la probabilité d'intersection, elle est difficile en général à déterminer, sauf si on a affaire à des événements indépendants, auquel cas on a le droit de dire que la probabilité vaut le produit des probabilités simples. Probabilité de paire 1 multipliée par probabilité de paire 2. Est-ce que ces deux événements sont indépendants? Effectivement, il n'y a aucune influence du fait d'avoir tiré un nombre pair dans la première boîte sur le fait de pouvoir tirer un nombre pair dans la deuxième. On a affaire à deux événements qui sont effectivement indépendants. Et donc, si on sait qu'on a une chance sur deux de tirer un nombre pair dans la première boîte, on a une chance sur deux de tirer un nombre pair dans la deuxième, sachant qu'un nombre pair a été tiré dans la première ou pas. Donc, a priori, 1 demi fois 1 demi nous donnera le bon résultat. 1 quart, 25%. On peut aussi faire du dénombrement, puisqu'on l'avait commencé ici avec les P-listes, et se demander combien de P-listes correspondent au choix de deux nombres pairs, c'est-à-dire combien de couples de type 2, 5, 18, 5, 2, etc. représentent des nombres pairs. 2, 5 non, mais 18 oui, par exemple. Et là, si on raisonne en termes de P-liste, on peut dire que on a à choisir un nombre parmi 5 possibles, et on a à le faire 2 fois de suite. Pourquoi 5 possibles? Parce que dans les jetons numérotés de 1 à 10, il y a 5 nombres pairs, 2, 4, 6, 8, 10. Donc au lieu de calculer 10 puissance 2, cette fois-ci, on va calculer 5 puissance 2 pour le fait d'avoir choisi des couples de nombres pairs. Et 5 puissance 2 donne 25, d'où une probabilité de 25 divisé par 100. Le cardinal du sous-ensemble de oméga qui nous intéresse, divisé par le cardinal de oméga. Donc formule de probabilité simple. Donc je résume, soit vous cherchez une probabilité d'intersection avec deux événements indépendants, donc vous multipliez
les probabilités des deux événements, soit vous utilisez la formule des probabilités simples. La probabilité de votre événement, c'est le cardinal de l'événement divisé par le cardinal de oméga, et vous aurez affaire à 25 sur 100. Montrez que la probabilité d'obtenir deux nombres pairs différents est 0,2. Alors cette fois-ci, on n'a plus affaire à deux événements indépendants, donc il va être un peu compliqué de multiplier des probabilités entre elles ici. Le fait d'avoir obtenu un nombre pair dans la première boîte, une probabilité de 1 chance sur 5, est associé ensuite au fait de tirer un nombre pair différent dans la deuxième boîte. Et donc la probabilité que ça se produise n'est plus égale à 1,5. Le nombre de nombres pairs différents qu'il y a dans la deuxième boîte, par rapport à celui qui a été pioché dans la première, c'est 4. Vous en avez choisi un dans la première, vous n'avez plus le droit de le rechoisir dans la deuxième. Donc vous avez 4 chances sur 10 de piocher un nombre pair différent dans la deuxième boîte, et vous aviez une chance sur 2 de piocher un nombre pair dans la première. Donc on pourrait le voir comme ça, P de paire 1 multiplié par P de paire 2 sachant paire 1, d'accord, en tenant compte du fait que P2 c'est nombre différent. Ici, ça nous donnerait donc une chance sur 2 multiplié par 4 chances sur 10, ce qui va donner en tout 4 chances sur 20. Et ce qui va nous donner donc 20%. Voilà, excusez-moi, j'ai été déconcentré par un élément extérieur. Bien, alors, on peut raisonner encore en termes de dénombrement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces probabilités conditionnelles, pas conditionnelles, événements indépendants, pas indépendants, raisonnez en termes de dénombrement. Cette fois-ci, on doit piocher deux éléments, P égale 2, choisis parmi 10, N égale 10, mais sans répétition possible. On tient toujours compte de l'ordre du résultat, bien sûr, puisqu'il y a boîte 1, boîte 2, mais la répétition n'est plus permise. Donc on n'est plus dans les playlists, on est dans les arrangements, et A52, votre calculatrice vous le confirmera, est égal à 20. Alors petit moyen mnémotechnique pour calculer A52 comme ça de tête rapidement, c'est 5 fois 4. D'accord ? Donc vous démarrez à 5 et vous multipliez par des entiers dégressifs. Combien de fois de suite ? 2 fois parce que P égale 2 ici. Donc A52 vaut 5 fois 4. Bien, de toute façon, le cardinal de l'événement qui nous intéresse vaut 20. Donc il y a 20 couples qui correspondent à la question sur un total de 100 couples. 20 sur 100, probabilité 0,2. Voilà, et on pouvait aussi, dernière phrase que j'affiche, remarquer que par rapport à la question précédente, sur les 25 listes qui présentent des couples de nombres pairs, il y en a 5 qui représentent des doubles. Donc ça veut dire qu'il y en a 20 qui représentent des couples de nombres pairs différents, et qui correspondent donc à la question D. Voilà, donc on pouvait s'en sortir par plusieurs moyens ici. À vous de voir lequel vous préférez. On continue dans le même exercice, et cette fois-ci, on va parler variables aléatoires. Donc pour faire une partie, il faut payer 1 €. Si on obtient deux nombres pairs différents, on gagne 1 €. Si on obtient deux nombres identiques, pas forcément pairs, mais sauf 1 et 1, on gagne 6 €. Si on obtient le double 1, on gagne 50 €. Et dans tous les autres cas, on ne gagne rien. La variable aléatoire x donne le gain à l'issue du jeu sans tenir compte de la mise de 1 €. Donc on va nous demander bien entendu la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc il va falloir lister l'ensemble des gains possibles et en dessous mettre leur probabilité. Alors, ça correspond à des événements qu'on n'a pas forcément calculés dans le démarrage de l'exercice. Par exemple, gagner 50 €, c'est obtenir le double 1. Donc c'est une chance sur 100. On sait le cardinal de oméga vaut 100, il y a 100 couples possibles. Une chance sur 100. Pour gagner 6 €, il faut obtenir deux nombres identiques, sauf 1 et 1. Donc il faut avoir un couple de même valeur, donc le double 2, double 3, double 4, etc., jusqu'au double 6. Double 10, pardon, ce qui représente 9 possibilités. Donc 9 possibilités sur les 100, ça fait une probabilité de 9%. Très bien. Gagner 1 €. Si on obtient deux nombres pairs différents. Là, on a vu dans la question précédente que c'était 20%. Donc je résume, pour les trois événements qui sont cités ici, nous avons une probabilité de 1%, 9% et 20%, ce qui représente en tout 30%
de chance. Ça veut dire que les autres événements possibles ont une probabilité cumulée de 70%. D'où le tableau avec donc ces événements qui représentent 70% de probabilité qui ne nous font rien gagner. Hein. Ce qui correspond à la fin de la phrase. Dans tous les autres cas, on ne gagne rien. Donc voilà la loi de probabilité du gain. Et on va nous demander l'espérance mathématique de x. Donc là, on s'en tient à la formule directe qui va être somme des pays xi. 0,01 fois 50, plus 0,09 fois 6, plus 0,20 fois 1, plus 0,7 fois 0. Voilà, donc l'espérance mathématique. Alors, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait saisir les deux listes correspondant à ce tableau en mode statistique sur la calculatrice, avec par exemple en liste 1 les valeurs x et en liste 2 les valeurs de probabilité. Et vous demandez à votre calculatrice une statistique à une variable sur la liste 1, en mentionnant bien sûr l'existence de la liste 2 pour les fréquences. Et elle vous donnera la moyenne et également l'écart type. Mais ici, on nous demandait que la moyenne, donc 1,24 €. Ça signifie quoi? Rappelons-le. Ça veut dire que si il y a énormément de parties qui sont faites à ce jeu, eh bien, on s'attend à un gain moyen de 1,24 € par partie. Par exemple, si vous jouez 1000 fois ou si 1000 joueurs tentent l'expérience, eh bien, il y aura autour de 1240 € de gains redistribués. Peut-on espérer être gagnant si on joue un grand nombre de fois? On va dire clairement oui, puisque pour avoir le droit de jouer, il faut miser 1 €, il faut payer 1 €. Or, vous vous attendez, idéalement, en moyenne, à 1,24 € par partie récoltée. Donc, en tant que joueur, vous gagnez en moyenne 24 centimes par partie. Si vous jouez 1000 parties, vous attendez à un gain cumulé de 240 € ou autour de 240 €. Voilà, on n'ira pas sur l'écart type, alors je reviens quand même un petit peu en arrière. Je vous invite à obtenir l'écart type issu de ce tableau, donc notre sigma de x, et à l'inclure dans une formule d'intervalle de confiance pour calculer quelques intervalles de confiance, soit de gains cumulés, soit de gains moyens. Ça revient au même à un facteur près, ce facteur étant le nombre de parties. Donc vous envisagez un pourcentage de confiance pour votre intervalle, un nombre de parties envisagées, 100, 1000, 10 000, et vous calculez donc votre intervalle de confiance de gain moyen ou de gain total grâce à la formule qui a été présentée dans la vidéo de cours. Et comme ça, vous aurez l'occasion de voir comment évoluent vos prévisions ou ce qui est probable, ce qui est envisageable au fur et à mesure que le nombre de parties augmente. Exercice 35. Donc on va partir sur des bases à peu près similaires à chaque fois. Un sac contient 5 boules blanches et 10 noires. Vous misez 2 € pour piocher 3 balles ensemble. Obtenir 3 blanches vous fait gagner 100 €, 2 blanches 10 €, une blanche 2 €, 3 noires rien. Donc nous allons bien entendu donner la loi de probabilité de la variable aléatoire. Mais là, attention, nous avons un ensemble de départ qui est le sac qui contient les 15 boules. Et nous piochons simultanément 3 éléments dans cet ensemble. Donc là, nous n'avons pas le choix, nous faisons du dénombrement. Comme il s'agit d'un tirage simultané, nous sommes dans les combinaisons. Et le nombre de groupes de 3 balles que vous pouvez avoir pioché, donc le nombre de groupes possibles, il est égal à C15, 3. Vous piochez 3 objets parmi 15. C15, 3, ça donnera 455. Alors parmi ces 455 ensembles de 3 balles qui peuvent être dans votre main, il y en a qui contiennent 2 noirs et une blanche, d'autres qui contiennent 3 blanches, d'autres qui contiennent 2 blanches et une noire, pardon, et d'autres qui contiennent 3 noirs. Et donc, bien entendu, ce qu'il nous faut, c'est trouver la probabilité de chacun de ces événements. Et donc là, ça veut dire qu'on crée une distinction dans l'ensemble de départ, c'est là où on va parler de la couleur. Dans l'ensemble de départ, donc le sac, il y a 5 blanches et 10 noires. Et dans les divers événements qui sont cités dans la suite de l'énoncé, on nous parle du nombre de blanches et de noires qu'on voudrait obtenir parmi les 3 balles piochées. Donc nous sommes dans la partie du cours qui s'intitulait combinaison et partition.
Si vous voulez calculer le nombre de groupes de 3 balles, par exemple, qui contiennent 2 noirs et une blanche, il va falloir multiplier le nombre de combinaisons de 2 noirs prises parmi 10 par le nombre de combinaisons de une blanche prise parmi 5. Donc j'écris tout ça, tous ces résultats. Donc le nombre total de tirages différents, c'est 15,3 vaut 455. Et à l'intérieur de ça, le nombre de tirages qui possèdent, par exemple, 3 blanches, j'appelle ça événement A, et bien ça sera C5,3, le nombre de façons de tirer 3 blanches parmi les 5, multiplié par C10,0, autrement dit, on a pioché 0 noir parmi les 10. Alors, j'avais expliqué en dénombrement que Cn0 vaut toujours 1. Donc on a affaire ici à une multiplication par 1. On aurait pu omettre cette deuxième combinaison dans ce calcul. Et s'en tenir au fait que C5,3 est égal à 10, vous avez 10 façons possibles de choisir 3 blanches. Ça dépend quelles blanches ont été choisies. Mais cette structure de calcul doit pouvoir être répétée quelle que soit la configuration, et donc le nombre de tirages possédant 2 blanches, eh bien ça veut dire que je choisis 2 blanches parmi 5 et une noire parmi 10. Le produit des combinaisons me donne 100. Une blanche parmi 5, 2 noirs parmi 10, ça va me donner 225 possibilités, et 0 blanche parmi 5, 3 noirs parmi 10, 120 possibilités. Vous pouvez vérifier que vous avez envisagé en fait les 455 possibilités. Si vous faites le total, 120 plus 225 plus 100 plus 10, 455. Donc vous avez partitionné oméga en 3 événements définis de cette façon. Et vous avez la possibilité maintenant de trouver les probabilités de ces événements. La probabilité de l'événement A, c'est 10 chances sur 455. Pour B, c'est 100 sur 455, et ainsi de suite. D'où la loi de probabilité de notre gain. Alors, à la fin de l'énoncé, on avait mise déduite. Donc le gain, c'est par exemple 100 € moins les 2 € qui ont été misés, d'où 98 € qui apparaissent dans le tableau. Donc il y a 2 événements qui nous font réellement gagner de l'argent, avec leur probabilité en dessous. Il y a un événement qui représente une opération blanche, c'est-à-dire que le gain de 2 € a juste compensé la mise de 2 €, donc gain net 0. Et puis il y a un événement D qui nous fait perdre de l'argent. On perd nos 2 € de départ si on tombe sur l'événement D. Donner l'espérance et l'écart type de X. Là encore, le plus simple et le plus rapide est de saisir ce tableau dans la calculatrice en mode stat et de lire tout simplement la moyenne et l'écart type. Donc encore une fois, ce qu'on appelle E de X, l'espérance mathématique de X, c'est ce que la calculatrice appellera X bar. La calculatrice raisonne en langage statistique, c'est la moyenne constatée, alors que ce tableau va nous permettre de calculer une moyenne espérée, donc l'espérance. Mais c'est toujours une moyenne. Très bien, donc nous avons un gain moyen attendu de 3,385 €, une fois la mise déduite. Donc ça veut dire qu'on a un jeu qui est très favorable aux joueurs, donc tant mieux, pourquoi pas. Et nous avons un écart type de 14,65 €. Alors, je rappelle, avant de répondre à la question 3, que l'espérance est le gain moyen attendu par partie sur un grand nombre de parties. Donc c'est un idéal vers lequel la réalité va tendre, votre gain moyen réel. E de x n'est pas votre gain moyen réel, c'est juste cette valeur centrale vers laquelle tend la réalité, si le nombre de parties est de plus en plus important. Sigma de x, donc c'est différent bien sûr, c'est la variabilité moyenne de votre gain d'une partie à la suivante, calculée sur un grand nombre de parties. Donc si vous envisagez un grand nombre de parties, eh bien d'une partie à la suivante, votre gain saute d'une valeur à une autre, parmi les 4 valeurs proposées dans le tableau, ou alors d'une partie à la suivante, votre gain reste identique. Et en tout cas, à chaque fois, vous avez une variation de votre gain qui est soit nulle, soit non nulle. Mais en moyenne, c'est 14,65 €. Voilà la variation moyenne. Si vous jouez 100 fois, quel est votre gain le plus probable? Eh bien, on le voit, on va s'en tenir à la moyenne espérée, 3,385 € par partie. Sur 100 parties, ça nous fait un gain probable de 338,5 €.
que j'arrondis ici à 338 €. Alors, c'est le plus probable, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres possibilités autour de ce gain. Au bout d'une centaine de parties, vous pouvez être à 337, 336. Est-ce qu'on peut avoir un gain impair cumulé? Non, puisqu'on a ici que des gains pairs. Donc, bon, on peut être à 338, 336, 340, 334, 342, bon, et ainsi de suite. Mais 338 est un peu plus probable que les autres. Voilà, et encore une fois, je vous invite à créer des intervalles de confiance, donc grâce à E de x et à sigma de x, sur ce que peut être votre gain moyen au bout de 100 parties, 1000 parties, 10 000 parties, et votre gain cumulé, donc en remultipliant par le nombre de parties. Exercice 36. Cette fois-ci, on va piocher au hasard une lettre dans l'alphabet. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un ensemble de départ qui est l'alphabet et qu'on ne pioche qu'une lettre. Si vous piochez juste un élément, si P égale 1, vous n'avez pas besoin de faire du dénombrement. Il n'est pas question de se poser des questions d'ordre de répétition avec un élément. On sera d'accord avec ça. Donc, liste, rangement, combinaison, c'est hors sujet ici. Donc, on a quelque chose de plus simple à envisager en termes de probabilité. Alors, les lettres de l'alphabet sont associées à leur rang dans l'alphabet, donc les numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà, et on distinguera quand même pour la suite le fait d'avoir une consonne ou une voyelle. Bon, très bien. Donc on a cette double définition qui est le rang d'une lettre et le fait qu'une lettre soit une consonne ou une voyelle, donc la nature de la lettre. On notera C l'événement, la lettre tirée est une consonne, donc C bar pour voyelle, et M, son numéro vaut au moins 17, donc on est au moins à Q dans l'alphabet, et donc M bar, son numéro est entre 1 et 16. Première partie, dresser un arbre de choix probabilisé. Premier niveau CC bar, deuxième niveau MM bar, dans lequel devront apparaître les probabilités simples, conditionnelles et d'intersection correspondant à sa construction. Bon, alors ça ne va pas être trop compliqué, c'est-à-dire que quelle est la probabilité que la lettre tirée soit une consonne? Eh bien, il y a 20 consonnes dans l'alphabet, donc c'est 20 chances sur 26. Et donc la probabilité de C bar sera 6 sur 26. Au deuxième niveau de l'arbre, on fait intervenir le numéro de la lettre avec l'événement M. Et là, effectivement, la probabilité que le numéro vaille au moins 17 dépend peut-être du fait qu'on ait une consonne ou une voyelle. Donc peut-être que C et M ne sont pas des événements indépendants et que les deux groupes de branches dans l'arbre au deuxième niveau qui vont apparaître présenteront des probabilités différentes. Donc sans voir encore l'arbre, essayons de raisonner directement. Par exemple, sachant qu'on a tiré une consonne, quelle est la probabilité que le numéro soit au moins égal à 17? Donc on ne regarde que les consonnes. Et donc vous avez 20 consonnes dans l'alphabet. Parmi elles, combien porte un numéro au moins égal à 17? Eh bien, il y a Q, R, S, T, V, W, X, Z. 8 sur 20. Et donc, ça c'est P de M sachant C. Et donc P de M bar sachant C, la branche qui sera immédiatement en dessous, représentera 12 sur 20. Par contre, si on est dans C bar, si on est dans les voyelles, quelle est la probabilité que le numéro vaille au moins 17? Bien, chez les voyelles, il y a deux voyelles qui portent un numéro supérieur ou égal à 17, c'est le U et le Y. Donc la probabilité de M sachant C bar est égale à 2 chances sur 6. U et Y parmi les voyelles. Et donc 4 chances sur 6 pour M sachant C bar. Très bien, donc on a, après ce raisonnement, la possibilité de créer ça. Et effectivement, on s'apercevra assez facilement que la probabilité de M sachant C n'est pas égale à la probabilité de M sachant C bar. Donc les événements M et C ne sont pas indépendants. Voilà, j'en ai profité à droite de l'arbre, puisque c'était demandé, pour mettre les probabilités d'intersection. Donc j'ai ici P de C inter M, qui vaut P de C fois P de M sachant C. Donc on multiplie toujours les probabilités rencontrées sur les branches d'un chemin.
pour trouver la probabilité d'intersection. P de C inter M bar vaut 12 sur 26. P de C fois P de M bar sachant C. Voilà, et ainsi de suite. Alors, par exemple, le 2 sur 26 qu'on voit en probabilité d'intersection en troisième position, P de C bar inter M, veut dire quelle est la probabilité en piochant dans l'alphabet de tomber sur une voyelle dont le numéro est au moins égal à 17. Eh bien, j'ai 2 chances sur 26, puisqu'il faut à la fois tomber sur une voyelle et un numéro supérieur ou égal à 17. Donc, il faut avoir obtenu le U ou le Y. Et effectivement, j'ai 2 chances sur 26 que ça se produise. Donc, à surtout ne pas confondre avec la probabilité de M sachant C bar, qui est la probabilité que le numéro dépasse 17, ou soit au moins égal à 17, sachant que j'ai une voyelle. Donc, là, on peut traduire ça en quelle est la proportion de numéros qui dépassent 17 parmi les voyelles. C'est 2 sur 6, c'est un tiers. Sachant qu'une voyelle a été tirée, quelle est la probabilité que son numéro dépasse 16? Alors, on est sur P de M sachant C bar. Sachant qu'une voyelle, donc sachant C bar, quelle est la probabilité que M? Donc, on l'a directement en lecture dans l'arbre. Ok, pas de calcul. Par contre, question posée à l'envers. Sachant que le numéro dépasse 16, quelle est la probabilité que la lettre soit une voyelle? Donc attention à bien traduire avec les notations mathématiques qui nous assurent qu'on fera le bon raisonnement. Quelle est la probabilité que la lettre soit une voyelle? P de C bar, sachant M. P de C bar, sachant M. Cette fois-ci, on ne l'a pas dans l'arbre. C'est le problème des arbres, hein, lorsqu'on crée une probabilité, c'est qu'on n'a pas toutes les informations directement. Mais P de C bar sachant M, c'est égal, grâce à une formule, à P de C bar inter M divisé par P de M. P de C bar inter M, on connaît, 2 sur 26. P de M, bien c'est égal à P de M inter C bar plus P de M inter C. Donc 2 sur 26 plus 8 sur 26. Donc en gros, je me retrouve avec 2 sur 26 divisé par 2 sur 26 plus 8 sur 26. Donc 2 sur 26 divisé par 10 sur 26. Donc 2 sur 10. Voilà, la probabilité que la lettre soit une voyelle sachant que le numéro dépasse 16 est de 1 chance sur 5. Je reviens en arrière sur la lecture même de l'alphabet pour répondre à cette question juste en regardant le tableau de départ. Sachant que le numéro dépasse 16, donc sachant qu'on est entre Q et Z, quelle est la probabilité d'avoir une voyelle? Eh bien, dans l'ensemble qui contient les lettres de Q à Z, il n'y a que 2 voyelles, U et Y. Donc j'ai 2 chances sur 10, puisque effectivement de Q à Z, il y a 10 lettres. 2 chances sur 10. Les événements MSC sont-ils indépendants? Bon, je l'ai déjà expliqué 2 ou 3 fois depuis le début de l'exercice. Non, ils ne sont pas indépendants. Vous avez une première chose pour le vérifier, et c'est visible dans l'arbre directement. Est-ce que P de M sachant C est égal à P de M sachant C bar? Non. Et puis vous avez une formule classique du cours qui vous dit est-ce que P de M inter C est égal à P de M fois P de C? Ce qui peut aussi être calculé. P de C inter M vaut 8 sur 26, alors que P de C fois P de M vaut 20 sur 26 fois 10 sur 26. On a parlé de P de M juste au-dessus. C'était le dénominateur de notre calcul. Donc 10 sur 26. Et le produit des deux vaut 0,2959, alors que la première vaut 0,3077. On a deux résultats qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, c'est-à-dire que les événements ne sont pas très loin de l'indépendance, mais ils sont quand même pas parfaitement indépendants. Il y a une petite influence de C sur M ou de M sur C. Parlons maintenant variable aléatoire. À l'événement C bar inter M, ok, pourquoi pas, de probabilité 2 chances sur 26, on attribue un gain de 10 euros. Vous tombez sur une voyelle dont le numéro dépasse 16, c'est-à-dire vous tombez sur U ou Y, 10 euros. À l'événement C inter M, donc une consonne dont le numéro dépasse 16, chance 8 sur 26, vous associez une perte de 5 euros. Pour les autres possibilités, elles ne donnent ni gain ni perte.
Et donc x est la variable aléatoire du gain, donné la loi de probabilité. Ben, on a décrit quand même la chose correctement. Vous gagnez 10 € avec 2 chances sur 26, vous perdez 5 € avec 8 chances sur 26, et pour tout le reste, qui représente donc 16 sur 26 par différence, hein, 2 sur 26 d'un côté, 8 sur 26 de l'autre, vous avez donc en tout 10 sur 26, il vous reste 16 sur 26. Vous pouvez le voir aussi dans l'arbre. On a compté 2 sur 26, 8 sur 26, et il nous reste les deux autres possibilités qui sont à 12 sur 26 et 4 sur 26, donc total 16 chances sur 26. Voilà pour la loi de probabilité, donner l'espérance mathématique de x et la signification de cette valeur. Alors on pourrait carrément le faire à la main parce que le tableau est vraiment petit, hein. Somme des pays xi, 2 sur 26 fois 10, donc 20 sur 26, plus 8 sur 26 fois moins 5, donc moins 40 sur 26. 20 sur 26 moins 40 sur 26, ça nous donnera à l'arrivée moins 20 sur 26, qui vaut, après calcul, moins 0,7692 €. Donc c'est le gain, entre guillemets, parce qu'il est négatif, moyen attendu sur un grand nombre de parties. On a quand même 4 fois plus de chances de perdre 5 € que de gagner 10 €. Alors le gain à gauche, il n'est pas 4 fois plus important que la perte à droite. D'accord. Donc ce sont les probabilités qui vont l'emporter ici, on va dire. Et effectivement, la perte attendue en moyenne liée à la perte de 5 € va être supérieure au gain attendu ici, avec notre gain de 10 €. Voilà, d'où cette espérance négative. On s'attend à perdre, à être perdant à long terme. Donnez l'écart type de x et la signification de cette valeur. Votre calculatrice vous dira sigma de x égale 3,846 €, variabilité moyenne des gains autour de l'espérance à chaque partie. Voilà, donc d'une partie à la suivante, sur un grand nombre de parties, vous avez une variabilité moyenne de donc, plus ou moins 3,846 € d'une partie à la suivante. Voilà, donc on se quitte pour ces corrections d'exercices. Nous pourrons nous retrouver dans l'espace commentaire de la vidéo. Avec mes étudiants, nous nous retrouvons également en direct, en face à face ou sur Skype pour de plus amples explications et pour des révisions sur des exercices supplémentaires. Merci bien et à très bientôt. Au revoir.